Dans le Shulchan Arour, c'est déjà marqué, et le Rav Kook le reprend, que lorsqu'il y a un danger sur une communauté, on parle pas de tout le peuple juif, mais un danger sur une communauté qui pourrait amener à un danger de mort, eh bien, on transgressera le Shabbat pour aller repousser le danger, et cette transgression du Shabbat sera faite par les rabbins de la communauté, a fortiori lorsqu'il ne s'agit pas simplement d'une communauté qui est attaquée, mais bel et bien de tout le peuple juif. Donc là, pour le coup, le Rav Kook a déjà répondu. Et il a dit, il faut absolument que tout le monde participe à la défense du peuple d'Israël et les plus religieux en tête. Pourquoi? Eh bien, pour que l'armée d'Israël ressemble le plus possible à l'armée du roi d'Égypte. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eitan Fison. Eitan, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes le rabbin de la communauté de Shorashim, que vous êtes guide. Et on peut aussi vous qualifier comme un expert, un admirateur, on va dire, de la personnalité dont nous allons parler au cours des prochaines minutes, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Hakohen Kook, dont nous marquons aujourd'hui 3 Elul, le 90e anniversaire de la disparition. C'était en 1935, bien avant donc la création de l'État d'Israël. Et avec vous, Eitan, je voudrais que l'on revienne sur la personnalité du Rav Kook. Pourquoi, comment le Rav Kook est devenu, on va dire, une sorte d'icône pour le monde sioniste religieux, on va dire le guide spirituel le plus marquant de tout ce courant qui représente le mouvement sioniste religieux, et certainement peut-être même plus que cela. Alors, tout d'abord, merci de ton introduction. Alors non, je ne me considère pas comme un expert dans la Torah du Rav Kook, simplement un admirateur, certes, un étudiant, et j'espère que je vais essayer de retranscrire de certaines paroles qui vont être bien perçues. Alors, le Rav Kook, je pense que s'il y a bien une phrase, un mot même qui réunit toute sa Torah, c'est justement l'unité. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'il va avoir un impact incommensurable sur toutes les générations après lui. La recherche de l'unité. Au-delà de ça, et tu demandes pourquoi est-ce que c'est devenu une référence dans la réalité, eh bien, dans la réalité sioniste actuelle, eh bien, pour une raison très simple. On parle du début du XXe siècle. Le Rav Kook arrive en Eretz Israël en 1904, et donc au début du XXe siècle, il y a deux grandes autorités rabbiniques à Jérusalem. Il y a d'un côté le Rav Kook et de l'autre le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. L'un deviendra le père du mouvement sioniste religieux, l'autre deviendra le père de ce qu'on appelle les Neturei Karta, on va dire les plus anti-sionistes possibles. Comme si, eh bien, il fallait dès le départ choisir son camp. Mais quel départ? Eh bien, il s'agit de l'époque où nous passons d'une Torah, d'une réalité individuelle à une réalité collective. En fait, la Torah du Rav Kook vient nous apprendre comment faire la transition entre l'exil, et donc l'individu qui veut se rallier à Dieu, et la dimension collective retrouvée pour créer l'État d'Israël. Et c'est pour ça que sa Torah, elle est tellement prédominante. Parce que c'est la Torah qui va convertir le juif individuel en un juif collectif. Le juif de l'exil en un juif de la terre d'Israël. Exactement, du juif de l'exil au juif de la Géoula. Alors, le contexte et tout cela nous permet très rapidement de revenir à l'actualité aujourd'hui, alors de se demander justement, parce que c'est une question, c'est vrai que c'est une question très hypothétique, mais on peut se la poser et se demander, finalement, le Rav Kook aujourd'hui, si on le replaçait dans la réalité d'Israël, qu'est-ce qu'il dirait? D'abord, je suppose qu'il dirait, il serait impressionné de voir, ce qui est devenu l'État d'Israël, mais qu'est-ce qu'il dirait justement dans le contexte de division interne au sein de la société israélienne, dans le contexte d'hostilité, du monde arabe, bien entendu, des Palestiniens en particulier, mais de l'ensemble de la communauté internationale? Qu'est-ce qu'il dirait, lui, de la situation dans laquelle on se trouve? Voilà, c'est très compliqué d'essayer de faire parler des morts. Je dirais simplement que, d'abord, au niveau de sa Torah, prenons simplement sa Torah dans un premier temps, son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il voyait dans les yeshivas de Merkaz Arabe, donc on est, allez, on va dire une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années après la mort du Rav Kook, eh bien, lorsque le Rav Tzvi Yehuda voyait des dizaines, des centaines d'élèves
qui sont aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers, qui étudiaient les écrits de son père. Il pleurait en disant: «Mais qui aurait cru que des jeunes, autant de jeunes comprendraient la portée des paroles de mon père?» À l'époque du Rav Kook, il y avait peut-être 2 personnes et demie qui comprenaient ce que le Rav Kook disait. Donc d'abord, qu'est-ce que le Rav Kook dirait sur notre réalité de compréhension de son enseignement? D'abord, évidemment, il serait extrêmement heureux de voir que son enseignement perdure et est compris par une multitude de gens. Pourquoi est compris? Eh bien, parce que c'est un enseignement que nous vivons aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'il écrit qui sont des nouveautés incroyables à l'époque où il les écrit, mais qui aujourd'hui sont notre quotidien. Alors, pour ce qui est de la politique intérieure, pour ce qui est de la division interne du peuple juif, le Rav Kook, ça n'a pas changé. Des moments où le peuple juif était divisé, on l'a pas inventé en 2023, 2024, 2025. Et ça, le Rav Kook a déjà écrit énormément. Le maître mot, comme je l'ai dit en introduction de sa Torah, c'est l'unité. Et aucune crise ne pourrait permettre de légitimiser une scission au sein du peuple juif. Donc, pour ce qui est de la crise interne entre nous, le Rav Kook serait le plus grand défenseur du dialogue et de l'unité entre les différents courants du peuple juif. Oui, il avait l'habitude de dire qu'il fallait corriger la faute de la destruction du second temple qui a été détruit par la haine gratuite, par l'amour gratuit. Mais on peut se poser la question parce que je pense que c'est une question légitime de se poser. Il était impressionné, le Rav Kook, par les pionniers laïcs, et il avait un dialogue, et justement un dialogue de rapprochement, de proximité avec les pionniers laïcs. Euh, Est-ce qu'il aurait eu le même dialogue aujourd'hui avec, par exemple, ceux que l'on appelle les kaplanistes? Il y a une différence, je pense qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire les kaplanistes. Oui. Je suis passé hier soir, je suis à Tel Aviv là en ce moment, et je suis passé hier soir justement devant une manifestation de ces fameux kaplanistes. J'ai pris le temps de les compter parce que c'est suffisamment révélateur. Ils étaient 32. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire véritablement les kaplanistes. Pour le Rav Non, vous comprenez, c'est le mouvement aujourd'hui, qui, par exemple, que l'on a vu en particulier au moment de la réforme judiciaire, qui se dressait comme une forme d'opposition à un État qui, bien qui sûr, retournerait. je pense que tu le sais bien mieux que moi. Il y a une grande différence entre un petit groupe de personnes qui a des visions purement politiques et intéressées, et une grande partie du peuple qui veut tout simplement le bien collectif, le bien commun. Peut-être qu'on n'a pas forcément la même vision de qu'est-ce qui est le bien commun, mais en fait, on veut le bien du peuple juif. Et donc, la majorité des gens qui n'étaient pas à la manifestation que j'ai vue hier soir, la majorité des gens qui pourraient s'opposer au gouvernement, eh ben, sont des gens très bien qui veulent le bien. On ne pense pas la même chose de qu'est-ce que c'est le bien, mais ils veulent le bien du peuple d'Israël, ils veulent le bien de l'État d'Israël, et donc ça, il y a pas de problème. Pour ce qui est le noyau dur des gens qui veulent simplement s'opposer pour le principe de s'opposer, où c'est pas très clair de savoir si la vie des otages est plus importante que la destruction du gouvernement, je ne sais pas. Par contre, et s'il s'agit de gens qui n'ont pas la même vision, mais qui veulent le même projet, à savoir le bien du peuple d'Israël, le Rav Kook aurait dit qu'il faut absolument trouver le moyen de parler un langage qui peut être compris des 2. Vous savez, lorsque le Rav Kook parlait, tu disais aux pionniers, non juifs, non, religieux, les laïcs, eh bien, il leur parlait avec un langage national, et il a reçu, enfin son fils, le Rav Tzviouda, a reçu une lettre des rabbins de Hongrie se plaignant que le Rav Kook parle aux Chilonim avec un langage national et pas avec un langage de la Torah. Et le Rav Tzviouda a répondu au nom de son père qu'il s'agit ici de l'enseignement de la Torah, que lorsque tu veux parler à ton prochain, tu dois lui parler un langage qu'il comprend. Et donc, si tu commences à lui expliquer que son engouement pour la résurrection nationale, c'est marqué dans la Gemara comme ci, dans la Gemara comme ça, il ne comprendra pas. Par contre, si tu utilises un langage national qui l'habite, eh bien, tu pourras le rapprocher de l'autre côté, qui lui parle un langage de la Torah. Alors, vous, Donc, vous je mettez le doigt, pense vous que mettez le doigt sur. tu as réunir les deux mots. Alors, vous mettez justement le doigt sur le débat entre le Rav Kook et des rabbins orthodoxes en Hongrie. Donc, on est bien avant la Shoah. Euh, est-ce que là, encore une fois, je vous pose la question, je vous demande de faire cet exercice, c'est-à-dire face à un monde orthodoxe qui aujourd'hui refuse, par exemple, de s'enrôler dans l'armée israélienne. euh, euh,
Le Rav Kook, qui se positionnait comment par rapport à tout cela? Bah, c'est plus facile puisqu'il l'a écrit. Donc ça, c'est plus facile à ne pas jouer, à le faire dire des choses qu'il n'aurait pas dit. Je sais ce que plein de gens vont répondre. Ils vont dire: «Mais le Rav Kook s'est opposé, fermement opposé. Il y a une lettre claire dans laquelle il s'oppose à l'enrôlement des Béné Yeshivot. Donc voilà, le Rav Kook aurait été de notre côté, il faut s'opposer à l'enrôlement des Béné Yeshivot». Sauf que, ce que les gens oublient, c'est que cette lettre fait référence à l'enrôlement des Béné Yeshivot dans l'armée britannique. Dans l'armée britannique. Nous sommes sous le mandat britannique et effectivement, le Rav Kook va écrire une lettre au grand rabbin d'Angleterre pour faire en sorte de ne pas prendre les hommes qui étudient la Torah dans l'armée britannique, dans sa guerre. On est à l'époque de la Première Guerre mondiale. Heu, d'accord, mais ça, c'est quand on est dans l'armée britannique, où effectivement, bah, il y a pas une obligation de Milchemet Mitzvah quand il s'agit de la guerre de la Grande-Bretagne. Alors tu peux aller dans le camp de Jabotinsky et aller dans les brigades juives, mais il ne s'agit pas ici d'une Milchemet Mitzvah. Donc les gens qui étudient la Torah, le Rav Kook dit qu'ils restent étudier la Torah. Mais lorsqu'il s'agit de la guerre du peuple juif, le Rav Kook écrira sur l'explication du Rambam dans les lois sur la Shemitah et le Yovel, nous dit le Rav Kook, ונראה דאף על פי שאין שבט לוי עורכים מלחמה, היינו לעשות מלחמה פרטית, כמו שאפשר שיזדמן ששבט אחד עושה מלחמה בשביל ההתנחלות שלו, אבל כשכל ישראל יוצאים למלחמה, מחויבים גם הם לצאת. Nous dit le Rav Kook, certes, les Lévites ne font pas la guerre de conquête d'Israël parce qu'ils n'ont pas de terre à conquérir, mais lorsqu'il s'agit d'une guerre de tout le peuple juif pour sa sécurité, eh bien, le Rav Kook écrit très simplement que tout le monde doit y participer. Et il va même aller plus loin, puisque dans le Shulchan Aruch, c'est déjà marqué, et le Rav Kook le reprend, que lorsqu'il y a un danger sur une communauté, pas du tout le peuple juif, mais un danger sur une communauté qui pourrait amener à un danger de mort, eh bien, on transgressera le Shabbat pour aller repousser le danger, et cette transgression du Shabbat sera faite par les rabbins de la communauté, c'est-à-dire par les plus grands érudits et les plus toranites, si tu veux. Dit le Rav Kook, alachat kama vechama, a fortiori, lorsqu'il ne s'agit pas simplement d'une communauté qui est attaquée, mais bel et bien de tout le peuple juif. Donc là, pour le coup, le Rav Kook a déjà répondu. Et il a dit, il faut absolument que tout le monde participe à la défense du peuple d'Israël et les plus religieux en tête. Pourquoi? Eh bien, pour que l'armée d'Israël eh bien, ressemble le plus possible à l'armée du roi Déroud. Je voudrais revenir à il y a, c'est-à-dire plus de 100 ans, c'est-à-dire lorsque le Rav Kook s'est imposé donc, par son approche, tout à fait originale, du retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Pourquoi était-il tout seul? Comment, enfin, même s'il y a eu effectivement d'autres rabbins qui ont peut-être ou l'ont précédé, ou en tout cas comme le Rav Kalischer, comme le Rav Elkalai, mais il était, on va dire, on avait le sentiment qu'il portait lui-même, tout seul, on va dire, l'ensemble de ce message, de la Torah terrestre d'Israël. Comment expliquer qu'il était tout seul? Je pense que c'est une erreur. C'est une grande erreur de penser qu'il était tout seul et je pense que ça, c'est l'une des grandes omissions, que ce soit dans le monde sioniste religieux ou bichlal de manière générale, dans l'enseignement de cette période-là, de dire que voilà, il y avait un rabbin, il y a un livre qui est pas un livre de Torah à proprement parler, mais qui est un recueil qui s'appelle Atral Tahi, qui vient tout simplement faire la liste et avec, les textes à l'appui, de tous les rabbins, de toutes les obédiences confondues, ashkénazes, séfarades, yéménites, chassidim, littaïm, tout ce que vous voulez, qui étaient émerveillés tout autant que le Rav Kook par le projet du renouveau sioniste. Je ne citerai ici que le grand rabbin de Djerba, évidemment, Rabbi Moshe Khalfon HaKohen. Je pourrais citer celui qui va devenir le premier grand rabbin d'Israël séfarade, le Rav Ben Sion Meir Uziel. On pourrait citer le Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui est celui qui a fait venir le Rav Kook en Eretz Israël. C'est-à-dire, de dire que le Rav Kook était seul dans son combat, c'est une grande erreur. Alors peut-être qu'il était seul, peut-être qu'il était seul, dans son dans la profondeur de son message, dans la profondeur de ses écrits, dans la profondeur, dans la diversité de ses écrits. Peut-être qu'il était exceptionnel à ce niveau-là. Ça, effectivement, on peut dire que le Rav Kook, bon, tu m'as présenté comme étant un admirateur, le Rav Kook, évidemment,
n'a pas son pareil pour ce qui est de la profondeur et la justesse de son message. Encore une fois, parce qu'il va toucher à tout. Tu sais, il y a des rabbins qui se focalisent plus sur la halakha, d'autres plus sur la Haggadah, la pensée juive. Ce qu'on ignore également du Rav Kook, c'est qu'il n'est pas seulement un rabbin qui va écrire des livres extraordinaires en ce qu'on appelle Emouna, en pensée juive, comme la série des livres Oroth, Oroth Israël, Oroth HaKodesh, tout là, mais il y a également ici un posek halakha de première importance. Et dans tous les livres qui sont des livres de halakha, que ce soit Mishpat Cohen, Da'at Cohen et le Biur halakha, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui va évidemment toucher à tout. Je rappelle que le Chazon Ish qui n'est pas n'importe qui dans le monde orthodoxe, eh bien le Chazon Ish, il n'y a que deux personnes dans ses lettres qu'il va appeler Maran, c'est-à-dire Morenu, Arabe, ce que tu veux, eh bien, l'un des deux, c'est le Rav Kook. Oui. Donc, oui, le Rav Kook a une profondeur parce qu'il est l'unité, parce que sa Torah est une Torah qui va relier la Halakha, la Haggadah et la résurrection nationale. Alors, il y avait beaucoup de rabbins qui pensaient comme lui. Est-ce que beaucoup ont été capables de l'exprimer, de l'écrire et de l'enseigner? Alors ça, effectivement, c'est la primauté du Rav Kook. Alors je me suis surpris à lire, quelque part qu'aujourd'hui, dans certains courants même orthodoxes, eh bien, on lit en cachette les écrits du Rav Kook, parce que finalement, eh bien, hem, vous citiez le Chazon Ish, mais par exemple le Rav Shalom Eliashiv qui était, aussi considéré comme un des grands poskim, en tout cas une grande figure du et il a été marié par le Rav Kook. Il et le cette relation, qui voulait qu'il y ait une coupure, Comprendre que au moment où le Rav Kook est l'autorité en Eretz Israël, personne ne remet en cause c'est ça. son autorité. Personne, Pas même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est ça, même le Rav Chaim Sonnenfeld dont vous parliez au début, il avait un respect pour le Rav Kook. Mais complètement, complètement. Il y a une fameuse histoire où les 2 sont invités à une Brit Mila et ils arrivent en même temps et à ce moment-là, chacun donne le kavod à l'autre. Dit: «Kvodo ikanes, kvodo ikanes, kvodo ikanes». Chacun se renvoie la balle pour dire qui va rentrer en premier. Et le Rav Kook lui dit: «Écoute, si tu es plus grand que moi, alors rentre en premier. Et si je suis plus grand que toi, eh bien je t'ordonne de rentrer en premier. Il y avait un profond respect, bien qu'ils n'étaient absolument pas d'accord. Et j'aimerais te donner une petite anecdote pour montrer toute la différence. C'est en fait une différence pas de connaissance, mais une différence de regard. Le Rav Sonnenfeld et le Rav Kook se baladent ensemble dans l'endroit qui deviendra plus tard la Cinémathèque à Jérusalem, au-dessus de la vallée qui s'appelle Gei Ben Hinnom. Et là-bas, eh bien, le Rav Sonnenfeld voit le quartier de Mishkenot Sha'ananim, qui est habité par ces fameux pionniers qui ont abandonné la Torah. Et il dit: «Regarde, rien n'a changé. Tout est pourri. Il transgresse le Shabbat, il mange du pas cachère, c'est terrible». Et le Rav Kook lui dit: «Comment tu peux dire que rien n'a changé? Ici même, il y a 3000 ans, eh bien, on sacrifiait des bébés au Molech». C'était dans la vallée de Hinnom qui était juste en dessous. Il dit: «Aujourd'hui, on sacrifie plus des bébés, il y a juste des gens qui transgressent Shabbat Beshogeg». On a vachement évolué. Et aujourd'hui, ces quartiers, le quartier de Yamin Moshe est un quartier qui est principalement habité par des religieux. Donc, évidemment que les choses évoluent et le Rav Kook avait cette capacité de voir la Géoula évoluer et de ne pas se contenter de voir une photo, mais lui, il voyait plutôt un film animé. Lorsque vous parliez, à l'instant du Rav Kook par rapport à parvenait, face à d'autres, au Rav Sonnenfeld à voir, d'une certaine manière, l'aspect positif, on va dire, du retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Je pensais à Rabbi Akiva, c'était un peu le disciple de Rabbi Akiva, le Rav Kook, quelqu'un qui avait la capacité de voir positivement, de rigoler lorsque les autres pleuraient ou de voir le bien lorsque les autres voyaient le mal? Exactement. D'ailleurs, le Rav Kook a écrit une lettre au Bnei Akiva, à ce mouvement de jeunesse du Bnei Akiva, en leur disant que, puisqu'ils avaient pris le nom de Rabbi Akiva, eh bien, ils devaient prendre également les 3 éléments essentiels de Rabbi Akiva, qui étaient également les 3 éléments essentiels du Rav Kook. Il disait: le premier, c'est la Messirut Nefesh sur la Torah, c'est-à-dire être prêt à donner sa vie pour la Torah, comme Rabbi Akiva. Deuxièmement, de faire en sorte que la Torah, eh bien, c'est ce qui nous fait vivre. Et troisièmement, être prêt à amener le Mashiach, à amener la Géoula, comme Rabbi Akiva qui avait été aux côtés de Bar Korva.
Donc c'est un dynamisme de la Torah pour la résurrection nationale. Eh bien, Rav Eitan Fison, merci beaucoup de nous avoir permis de mieux découvrir cette figure exceptionnelle du peuple juif et du retour du peuple juif sur la terre d'Israël qui a été le Rav Kook, dont nous marquons donc aujourd'hui 3 Elul, le 90e anniversaire de la disparition. Merci beaucoup de nous avoir donné envie d'en savoir plus, bien entendu, sur le Rav Kook. Merci et à bientôt, Eitan. À bientôt. Chazak U'Baruch.